Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous, c'est l'heure de votre émission Santé Mag. Alors cette semaine nous abordons un sujet important pour la santé des femmes, malheureusement trop souvent sous-estimé et peu discuté. Aujourd'hui nous parlons du cancer des ovaires. Alors c'est le 7e cancer le plus fréquent chez la femme et la 8e cause de décès par cancer au niveau mondial. En 2018, 300 000 nouveaux cas ont été recensés dans le monde avec des projections de 371 000 cas d'ici 2035 plutôt. Voilà. Souvent surnommé le tueur silencieux à cause de ses symptômes très vagues. Il est fréquemment diagnostiqué tardivement, ce qui réduit les chances de survie. La sensibilisation est primordiale pour un diagnostic précoce et pour une meilleure prise en charge, bien sûr. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir avec nous professeur Medessi Fadela. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chef de service gynécologie et obstétrique au CHU de Bab el-Oued. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec nous aussi docteur Nebali Samia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue au CHU de Bab el-Oued. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous aussi docteur Lawachar Wided. Bonsoir. Oui. Lawachra, pardon. Oui, Lawachar Wided, bonsoir. Vous êtes oncologue au CHU de Bni Messous. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Et avec nous aussi docteur Oukaour Lilia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître assistante en radiologie au CHU de Bab el-Oued. Marhaba bik. Merci, ravie d'être là. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de commencer notre émission et de parler du cancer des ovaires, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yanis Ait Belkacem, qui a assisté au 2e congrès national des cancers gynécologiques organisé par l'Association scientifique des gynécologues et cancérologues ASGC. Les différentes spécialités se sont penchées sur les dernières nouveautés en matière de prise en charge des cancers gynécologiques, notamment le cancer des ovaires. Silencieux, insidieux, le cancer des ovaires est l'un des cancers gynécologiques les plus redoutés. En Algérie comme ailleurs, il touche chaque année des milliers de femmes. Le cancer de l'ovaire en Algérie, hélas, il occupe la 4e position des cancers gynécologiques. Donc je crois qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter surtout les gynécologues, les soignants sur un petit peu le diagnostic précoce. C'est-à-dire que finalement, quand on fait une échographie, il faut savoir un petit peu caractériser ce qu'on trouve à l'échographie pour orienter ses patientes. Les symptômes passent souvent inaperçus, tels que des douleurs abdominales diffusées, ballonnements, troubles urinaires ou digestifs, des signes flous mais trop souvent minimisés. C'est un inconfort abdominal, une pesanteur, une gêne. Donc c'est pour ça que nous lançons un appel aux patientes qui se plaignent de douleurs et qui disent non, j'ai un côlon. Eh bien non, on ne peut pas dire que j'ai un côlon. Il n'y a que le médecin qui doit définir l'origine de la douleur. Ça veut dire qu'il faut qu'on consulte. Pourtant, la détection repose sur des outils précis. Échographie pelvienne, IRM, des analyses sanguines, voire biopsie. Mais dans bien des cas, la maladie est bien installée au moment du diagnostic. Et le plus souvent, on arrive au stade terminal avec une altération de l'état général, un amaigrissement. Le traitement combine généralement chirurgie et chimiothérapie. L'objectif, retirer la tumeur, éliminer les cellules cancéreuses. Des thérapies ciblées ou luminothérapie peuvent venir en renfort selon les cas. Dans certains cas, quand il y a une réponse au traitement, on pourrait préconiser la chirurgie. Mais toujours utile au stade de début, le traitement est purement chirurgical. Mais pour parler de guérison totale, je crois qu'en matière de cancer de l'ovaire, le taux de récidive quand même il est très très important. C'est d'ailleurs dans ce contexte que s'est tenu le 2e congrès national des cancers gynécologiques à Alger, un temps fort de la coopération scientifique et de la formation continue engagée en Algérie pour mieux comprendre, mieux soigner et mieux prévenir. Mieux prévenir le cancer des ovaires, c'est important, justement, on va en parler aujourd'hui. Mais avant de cela, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une ovaire. Alors pour commencer, professeur Medessi, pourriez-vous nous rappeler ce que sont les ovaires et quel est le rôle essentiel de l'appareil reproducteur féminin? Alors je dirais que les ovaires, c'est le synonyme d'être femme, c'est la femme. C'est le petit organe gynécologique, c'est le plus petit peut-être des organes gynécologiques, mais il a son importance vitale, essentielle dans la vie de la femme.
En effet, c'est de petites glandes qui dépassent guère 2 à 4 cm. On en a un de chaque côté et qui ont une double fonction, des plus importantes. Donc la sécrétion hormonale, donc, qui fait la féminité. Et la deuxième fonction, c'est la fonction exocrine, c'est-à-dire la croissance folliculaire, qui est donc essentielle à la reproduction. Oui. Et donc, c'est-à-dire depuis l'activité, depuis la puberté jusqu'à la ménopause, ces organes ne cessent de fonctionner chaque mois et donc dans un équilibre harmonieux qui fait intervenir donc l'axe hypothalamo-hypophysaire pour réguler tout ça et puis donc pour pouvoir assurer les deux fonctions qui sont donc la reproduction et le cycle menstruel. Et justement, revenir aussi sur l'importance de la fonction importante qui est importante aussi pour la santé globale de la femme, pas uniquement la reproduction. Absolument. Oui, la fonction hormonale, c'est la santé de la femme. D'ailleurs, à la ménopause, beaucoup de méfaits sur la santé de la femme à cause de cette carence hormonale, de cette privation hormonale. Donc, sur la santé cardiovasculaire, cardiovasculaire, osseuse, le vieillissement cutané, l'appareil génito-urinaire, les troubles sexuels, les troubles de l'humeur. Franchement, il y a tout un mécanisme qui est totalement ébranlé à l'arrêt de la fonction ovarienne. Exactement. Alors, qu'est-ce que le cancer de l'ovaire exactement, si on pourrait l'expliquer? Alors, le cancer de l'ovaire, oui, comme son nom le dit, le montre bien, le cancer de l'ovaire, donc c'est des formations tumorales malignes qui peuvent se développer donc au niveau de l'ovaire. Et le problème qui se pose, qu'est-ce qui fait la gravité du cancer de l'ovaire? Parce que l'ovaire, c'est un organe libre dans la cavité abdominale. Et donc, maintenant, on sait qu'il y a deux théories qui sont un petit peu, qui expliquent la genèse du cancer de l'ovaire. On sait qu'il y a déjà une origine tubaire, c'est-à-dire que finalement, le primum novus démarre au niveau de la trempe. Et donc, ce qui fait qu'après, la cellule, quand elle est là, elle s'installe. Évidemment, il y a des situations particulières, il y a un peu de génétique, il y a des facteurs favorisants, donc il y a des personnes qui sont plus prédisposées que d'autres. Et donc, quand cette tumeur, elle s'installe, elle a tendance à se développer. Elle est libre dans la cavité. Donc, ce qui fait qu'elle a un potentiel de se métastaser aux organes alentours. Et donc, c'est pour ça que c'est pas comme un cancer de l'utérus, la femme, le premier symptôme, c'est le saignement. Oui. Là, non, c'est le fait que ça soit dans la cavité, donc ce qui fait que la malade ne s'aperçoit de rien. Et généralement, la maladie est découverte au stade tardif. Et là, franchement, on est déjà... il y a un niveau assez avancé de la maladie. Donc les ressources thérapeutiques, elles sont un petit peu limitées. Très bien. Alors, existe-t-il différentes formes, justement, docteur Nebali, du cancer de l'ovaire? Et quelles sont quelle est la différence entre eux? Alors, en fait, donc, comme elle a parlé, professeur Madassi, donc l'ovaire, donc il y a des composants. Donc, c'est-à-dire il y a les tumeurs les plus fréquentes, c'est les tumeurs du revêtement épithélial, c'est-à-dire donc les tumeurs mucineuses, les tumeurs séreuses, et aussi il y a le stroma ovarien, donc c'est-à-dire les tumeurs du stroma ovarien, donc les tumeurs germinales, les tumeurs sécrétantes, les tumeurs du cordon sexuel. Donc chaque tumeur, elle a un pronostic différent. Donc les tumeurs les plus fréquentes, c'est les tumeurs du revêtement épithélial. Elles représentent 90% de ces tumeurs. Les autres, donc moins fréquentes, on les appelle aussi les tumeurs rares de l'ovaire, qui sont de meilleurs pronostics aussi. Par contre, donc les tumeurs séreuses, la particularité, c'est que donc elles n'ont pas une symptomatologie aussi qui est propre, une symptomatologie gynécologique. Le plus souvent, donc, c'est un inconfort digestif, augmentation du volume abdominal, d'où le diagnostic au stade tardif. On appelle ça aussi un cancer silencieux. C'est pour ça qu'on l'appelle cancer silencieux. Oui, oui, c'est ça. Mais les autres, par contre, donc, par exemple, en prenant les tumeurs sécrétantes, une tumeur de la granulosa, elle a
elle a des signes qui lui sont spécifiques, des tumeurs germinales aussi, donc qui attirent l'attention et on pense à ces tumeurs pour faire demander des marqueurs spécifiques, pour penser à ces tumeurs. Contrairement aux autres où les symptômes ne sont pas spécifiques du tout. D'accord. Et quels sont justement les symptômes qui peuvent sembler anodins mais qui devraient alerter une patiente? Alors, donc, dans 90% des cas, un cancer des masses ovariennes se manifeste, comme on a dit, donc, dans 90%, c'est les tumeurs épithéliales. Donc, se manifeste par une symptomatologie qui est vaste, un inconfort digestif. Parfois même, il y a des patientes qui consultent chez le rhumatologue parce qu'elles présentent des douleurs articulaires, donc des douleurs de dos. Donc, c'est pour cela et rarement dans une symptomatologie gynécologique. C'est pour ça qu'on pense pas. C'est pour ça que la femme, dès qu'elle commence à avoir un inconfort digestif, elle doit penser à consulter et ne pas partir chez un généraliste ou un autre spécialiste. Il faut qu'elle consulte chez un gynécologue. D'accord. Et dans ces symptômes, est-ce qu'il y a une fréquence ou une récurrence qui fait que quand on a souvent des inconforts digestifs, c'est que ça pourrait nous mettre la puce à l'oreille, professeur? C'est-à-dire que c'est vrai que l'inconfort digestif, c'est quelque chose quand même qui se traduit tardivement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus à noter les femmes, leur dire à chaque fois que vous avez mal au ventre, il faut penser au cancer, loin de là. Mais je crois qu'il y a aussi des situations, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas proprement dit de dépistage de cancer de l'ovaire. Mais ce qu'il y a, les femmes, elles consultent souvent, parce que souvent c'est des découvertes fortuites. C'est des femmes qui vont parce qu'elles désirent, par exemple, démarrer une grossesse, elles consultent leur gynéco, il fait une échographie, donc il trouve quelque chose qui s'appelle une tumeur de l'ovaire ou un kyste de l'ovaire. Donc dans un premier temps, peut-être on va en parler après dans le diagnostic, mais bon, ça devrait être déjà un signe d'alerte. Il faudrait aussi que les femmes apprennent à consulter un gynéco. Surtout, le cancer de l'ovaire, c'est le cancer de la femme âgée. Et souvent, les femmes, dès qu'elles finissent leur maternité, elles ne se sentent pas obligées d'aller voir un gynéco. Alors, on devrait avoir un contrôle tous les combien, justement, chez le gynécologue, pour toutes les femmes, on va dire. Sincèrement, moi, ce que je préconise à toutes les femmes, après la ménopause, il faut qu'elles y aillent au moins une fois par an. Ça ne coûte absolument rien, mais ça peut rapporter gros. Voilà, donc le fait d'aller voir un médecin, de lui décrire ce qu'elle ressent, parce qu'à l'occasion, peut-être pour elle c'est banal, mais le médecin qui l'écoute, il va être intercepté, il va se dire tiens, ça. Et puis on fait l'échographie. Vous savez qu'actuellement, l'échographie fait partie de l'examen clinique. Il y a une continuité inéluctable vers l'échographie. Et donc cette échographie peut être un motif de découverte. Exactement. Et ce serait magnifique parce que si on diagnostique le cancer au stade de début, la guérison, elle peut atteindre 90%. Oui. Très bien, justement. Et docteur Okaour, quelles sont les principales techniques d'imagerie utilisées pour diagnostiquer le cancer des ovaires et laquelle est utilisée en premier? Alors, en première intention, ça va être l'échographie. Donc, c'est un examen qu'on se partage avec les gynécologues, parce que voilà, la patiente peut atterrir d'emblée chez le gynécologue, mais comme elle peut aussi atterrir chez un gastro qui l'oriente chez un radiologue et qui fera une échographie abdominopelvienne et qu'on découvrira justement fortuitement cette lésion. Donc cette échographie est un examen qui peut apporter beaucoup de détails. Il est même parfois suffisant quand la tumeur est petite. Pour dire est-ce que c'est plutôt un kyste gentil, bénin, ou c'est plutôt tumoral et suspect. Dès le moment où la tumeur peut être visualisée en totalité par l'échographe, on peut faire un Doppler, voir sa vascularisation, etc. Ça apporte beaucoup. Et c'est beaucoup plus précis quand c'est des échographies endovaginales. D'accord. Ensuite, la deuxième étape, ça va être une IRM. Donc, pour certaines écoles, des fois l'échographie est suffisante, mais il est conseillé de compléter par une IRM. Donc cette IRM-là, son rôle, ça va être, c'est-à-dire déjà confirmer la position, que l'origine de cette lésion qu'on est en train de voir est ovarienne, parce que ça peut venir d'ailleurs. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, confirmer l'appartenance de cette lésion à l'ovaire. La caractériser, on peut, grâce à des séquences particulières, voir si elle est vascularisée, comment elle est vascularisée. Ça nous permet de grader. Donc, on a des classifications, c'est très codifié maintenant en imagerie, pour donner la probabilité de malignité d'une lésion. Et cette probabilité de malignité va justement changer
la conduite à tenir du gynécologue. C'est-à-dire, il n'opérera pas de la même manière. Si je lui dis que c'est plutôt épithélial, ça semble bénin, borderline, si je lui dis non, en fait, ça a l'air très suspect, c'est un cancer. Qui est assez dangereux. Le deuxième rôle du radiologue, ça va être de faire un bilan d'extension déjà local grâce à l'IRM, voir si ça ne s'est pas étendu ailleurs, si un seul ovaire est touché ou pas, est-ce qu'il y a une réserve folliculaire pour la patiente, on va avoir un examen global, on va dire. Il y a des fois des cancers concomitants, endomètre ovaire en même temps, donc on verra un petit peu la totalité. Et ensuite, on interviendra grâce au scanner. Et cette fois-ci, ça va être pour faire un bilan d'extension à distance quand c'est nécessaire, s'il y a des métastases ailleurs. Dernier rôle du radiologue, ça va être les biopsies. Parfois, pas souvent, il y a des indications à faire des biopsies éco-guidées ou scano-guidées. Quand on a un doute, si une patiente n'est pas opérable, pour pouvoir bénéficier d'un traitement, etc., on va aller, par guidage radiologique, prélever un petit morceau de cette tumeur et pouvoir l'analyser. Voilà. Très bien. Quels sont les facteurs principaux, quels sont les principaux facteurs de risque identifiés pour le cancer des ovaires? On entend souvent parler de la génétique aussi. Docteur Lawachara. Alors, la génétique est importante dans la prise en charge de cancer de l'ovaire, surtout quand maintenant on ne traite pas tous les cancers de l'ovaire de la même manière. Maintenant, nous sommes entrés dans l'ère de la médecine de précision, médecine personnalisée. Et voilà, donc toutes les femmes atteintes de cancer de l'ovaire, on ne les traite pas de la même manière. On doit tenir compte de plusieurs facteurs. On a par exemple l'âge, aussi les comorbidités, le stade de la maladie grâce à un bilan d'extension fait par les radiologues, et aussi le type histologique. Car on ne traite pas chaque type histologique, on a une conduite à tenir. Et aussi, on a le profil moléculaire de la tumeur qu'on doit chercher avant de commencer un traitement ou faire une stratégie thérapeutique. D'accord, très bien. Alors, existe-t-il justement des méthodes de dépistage systématique du cancer, comme pour le cancer du col de l'utérus, voilà, ou cancer du sein? Pour le col de l'utérus et le cancer du sein, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a un dépistage systématique? Est-ce possible déjà? Alors, en matière de cancer de l'ovaire, hélas, il n'y a pas un examen de dépistage, parce qu'il faut dire quand même, c'est très difficile de dépister un organe intrapelvien, intrapéritonéal. C'est pas comme le col, il est accessible, on le voit à l'œil et tout. Par contre, l'ovaire, il est à l'intérieur de l'abdomen, donc il est très difficile de pouvoir dépister, parce qu'une politique de dépistage, c'est-à-dire il faudrait que ça soit quand même très efficace, pas très coûteux, c'est ça. Moi, j'aimerais tout juste rebondir sur le diagnostic, justement. Alors, s'il y a un dépistage, oui, je pourrais dire que oui, je pourrais l'appeler un dépistage, mais le terme peut-être est inapproprié si je dois me limiter à la définition propre du dépistage. L'échographie endovaginale est un examen capital. Franchement, c'est le standard, c'est la première porte qu'on ouvre dans le cancer de l'ovaire. Et donc, cette échographie, elle a toute son importance. Là, actuellement, on a quand même il y a des performances, des échographes de plus en plus performants. On a des sons de haute fréquence, donc qui permettent d'avoir une détection assez élevée, avec des profondeurs assez bonnes. Et donc, la première échographie, elle est capitale, parce que il y a, comme à l'instar de l'IRM, maintenant, on arrive sur le plan échographique à bien caractériser l'imagerie des ovaires, au même titre que l'IRM. D'ailleurs, on a même la classification ORACS échographique. Elle est stratifiée sur la caractérisation IRM. D'ailleurs, moi, c'est ce que je défends en ce moment, parce que moi, je me dis, on peut améliorer
le pronostic de ces femmes en caractérisant mieux ces images, c'est-à-dire que finalement, il faut que les gynécos, parce que c'est les premiers à être confrontés à cette pathologie, donc il faudrait qu'il y ait de la formation continue pour qu'il y ait des formations par rapport pour développer un petit peu ce diagnostic échographique. Et là, ma foi, l'échographie permet, grâce à d'autres paramètres, l'interrogatoire et les antécédents familiaux et tout ça, se rapprocher du diagnostic. Est-ce qu'on est sur le bénin? Est-ce qu'on est sur le malin? Il y a des situations ambiguës où c'est pas évident de pouvoir trancher. À ce moment-là, oui, l'IRM a toute sa place pour pouvoir venir aider, mais je dirais quand même peut-être dans 70%, l'échographie faite par un échographiste expert, elle pourrait répondre. Et donc ça permet de perdre du temps, c'est-à-dire que finalement, dès qu'on suspecte, la patiente est orientée vers un centre référent. Par contre, le problème maintenant qui se pose, c'est que on a tendance à avoir des comptes rendus échographiques très, très succincts. Et donc, ce qui fait que parfois les malades, elles sont opérées de façon abusive alors que c'est du bénin. Et parfois, on n'y pense pas au cancer. Et donc, c'est une découverte péropératoire. Ça aussi, c'est une situation qu'il faudrait impérativement éviter. Et ça nous évite de perdre du temps parce que là, le facteur temps est un élément essentiel dans la prise en charge des cancers. L'échographie est beaucoup plus accessible qu'une IRM. C'est-à-dire une IRM, c'est un examen qui va prendre 30 minutes, 45 minutes. Si on est dans un cadre hospitalier et pris par beaucoup de patients, on ne peut pas caser un nombre extraordinaire de patients par jour. Donc les rendez-vous sont un peu retardés, ce qui est normal et ce qui se passe partout dans le monde. Donc faire une bonne échographie, c'est vraiment, vraiment suffisant. Je dis, sauf si la tumeur est très grande et qu'elle ne peut pas être vraiment, on va dire si elle dépasse les 10 cm, mais sinon à l'écho, on rate une petite végétation derrière, le contenu, etc. Mais sinon, ça reste un excellent examen et il est plus accessible. Absolument. Moins cher, moins coûteux. Des réunions de concertation pluridisciplinaires dans la prise en charge aussi de ce genre de pathologie. Est-ce qu'il existe d'autres outils justement, mis à part l'échographie? Des analyses sanguines? C'est l'échographie. Une fois qu'on a trouvé l'imagerie, c'est-à-dire qu'on a trouvé un ovaire qui est porteur d'une tumeur aussi bien bénigne que maligne, à ce moment-là, on va demander les marqueurs tumoraux. Les marqueurs tumoraux, c'est pas tellement un élément de diagnostic, c'est un élément qui nous permet le pronostic de surveillance. Justement, le marqueur CA125. Justement, j'allais vous poser la question et vous me tendez la perche. Et souvent mentionné, est-il suffisant à lui seul justement de poser un diagnostic ou est-ce qu'il aide ou est-ce que c'est juste pour confirmer? Comment que ça se passe? Alors, le CA125, franchement, c'est un marqueur qu'on demande pas dans toutes les situations. Parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la caractérisation échographique. Donc, il y a un certain groupe de tumeurs pour lesquels on va demander le CA125. Sinon, on a d'autres paramètres. On a le CA19 quand c'est un mucineux. Et quand c'est des tumeurs, parce qu'il y a aussi l'ovaire, on a oublié d'en parler, de la femme jeune. La femme jeune, ça c'est les tumeurs germinales, les tumeurs des cordons sexuels. Et ça, c'est d'autres paramètres totalement différents. C'est des bilans hormonaux, c'est l'alpha-fructoprotéine, bêta-ACG, l'HCE, la LDH, les libines. Donc c'est d'abord l'échographie qui va nous guider pour demander tel ou tel marqueur. Il n'y a pas un standard. Et le CA125, vous avez bien fait de nous poser la question parce qu'on a l'impression que le CA125, d'ailleurs souvent quand on discute avec des médecins vous disent oui mais les marqueurs tumoraux sont négatifs, ça ne veut absolument rien dire. Ça peut être un véritable cancer, les marqueurs négatifs. Et quand ils sont positifs, c'est pas non plus un élément en faveur d'un cancer. Et le CA125, il est élevé dans de nombreuses situations physiologiques et certaines pathologies banales. D'accord. Voilà. Voilà, absolument. Comment justement
Quoi d'autre? La pancréatite. Oui, toutes les inflammations, les situations inflammatoires. D'accord, donc ce bilan biologique n'est pas suffisant à... Pas du tout. Diagnostic, non. Très bien. Alors, comment confirmer justement que le cancer est bien d'origine ovarienne et écarter une propagation d'un autre organe, Dr Lawachala? On doit avoir la confirmation histologique. Une fois on a un ovaire ou une image suspecte à l'IRM, on doit compléter par un bilan d'extension. Et il faut savoir que généralement, ce genre de malades, on les discute en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et en fonction du stade, en fonction aussi de l'image radiologique et tout, on doit avoir la preuve histologique. Et souvent, on a recours à la cilioscopie qu'on fait avant de décider de l'attitude thérapeutique. D'accord, très bien. Généralement, si vous permettez, j'aimerais juste sûr. rajouter, et quand il y a de l'acide, parce que les cancers de l'ovaire est souvent associé à de l'acide. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'acide? Alors, l'acide, c'est la présence de liquide dans le ventre. Oui. Et parfois, la femme ne ressent absolument rien et a juste une augmentation du volume de l'abdomen. Donc, elle voit son ventre grossir au fur et à mesure, enfin, au fil du temps. Et puis, ça l'inquiète, elle consulte. Mais sinon, il n'y a pas une altération de l'état général et tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux. Et donc, quand il y a de l'acide, ça veut dire qu'on est déjà en situation d'extension. Et c'est un signe d'alarme, en quelque sorte. Et c'est dans ces situations-là que les malades, elles sont adressées en radiologie pour les biopsies éco-guidées, ou scano-guidées, parce que la maladie s'est déjà disséminée à l'intérieur. Parce que quand c'est une tumeur qui est localisée à l'ovaire, on n'a pas le droit d'aller la biopsier. On n'a pas le droit, parce que sinon, c'est une source de dissémination. Donc, on préfère opérer les malades. Il y a des conditions strictes qu'il faut respecter, et donc on peut l'adresser en anapathe en extemporané, c'est-à-dire dans le même temps opératoire. L'anapathe qui va nous dire, voilà, c'est un cancer, à ce moment-là, on pourrait donc élargir notre geste opératoire. Très bien. Alors, le rôle de l'imagerie, justement, dans la stadification du cancer et l'évaluation de son extension est importante aussi. Oui. Donc, d'une part, on a l'IRM qui va nous permettre de bien analyser tout ce qui est péritonéal, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une carcinose, c'est-à-dire des petits implants de tumeurs dans la cavité. L'extension à la trompe, on va faire, c'est-à-dire un bilan d'extension assez local, et on regardera les autres organes voisins. Et ensuite, on aura le bilan d'extension à distance, pas toujours, ça dépend du stade justement ou de ce qu'on trouve. Et le bilan d'extension à distance va aller chercher des métastases ailleurs. Et il faut savoir aussi que des fois, on se retrouve, le cancer de l'ovaire n'est pas toujours primitif. Des fois, c'est une métastase d'autres organes dans l'ovaire. Et donc, le fait de faire ce bilan d'extension, surtout quand c'est pas kystique, c'est plutôt des tumeurs solides dans l'ovaire et qui sont très suspectes, il va falloir aller chercher un cancer de l'estomac ou un cancer digestif qui a métastasé dans ces ovaires-là. Donc, notre rôle, ça va être justement de chercher l'origine, est-ce qu'elle est ovarienne, et de chercher le fait qu'elle soit une localisation secondaire ou un primitif. Et puis, voilà. Avant de parler du traitement, je voulais revenir sur une question que j'avais oublié de vous poser justement. Est-ce que le traitement substitutif de la ménopause comporte un risque de cancer de l'ovaire, professeur ou docteur? Oui, docteur Nebali. Oui, alors donc le traitement hormonal substitutif du cancer de la ménopause représente un facteur de risque donc du cancer de l'ovaire comme pour le cancer du sein. Mais il ne faut pas le prendre, c'est-à-dire il faut le prendre uniquement pendant 5 ans, puis par la suite 10 ans après, le risque il s'annule. On va parler aussi donc des autres facteurs de risque du cancer de l'ovaire. C'est la ménarchie précoce et la ménopause tardive. Et la ménarchie donc précoce. Qui est c'est-à-dire première règle. Pour que les téléspectateurs puissent comprendre aussi. Donc, et le fait de ne pas faire de grossesse et le fait de ne pas allaiter, parce qu'il y a il faut savoir que chaque cycle menstruel est un traumatisme du parenchyme ovarien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que et chaque cicatrisation, donc c'est l'ovaire après chaque ovulation, donc l'ovaire il cicatrise. Donc par là
Et après, donc, la théorie la plus récente, bien sûr, donc, il est donc de la trompe. Donc, le fait de faire une ligature de trompe est un facteur protecteur. La contraception ostroprogestative aussi, donc, est un facteur protecteur. Ça protège contre le cancer de l'ovaire et ça protège aussi contre le cancer colorectal. Et le facteur génétique, donc les cancers de l'ovaire d'origine génétique, ils représentent 10 à 15% uniquement. Donc quand la femme elle consulte, il faut toujours lui demander les antécédents donc de premier degré d'un cancer du sein chez la sœur, chez la mère, un cancer du sein chez l'homme, un cancer de l'ovaire et aussi un cancer colorectal parce qu'il y a c'est des syndromes génétiques, le BRCA1, le BRCA2 et aussi le syndrome de Lynch qui est associé à un cancer colorectal, un cancer de l'endomètre et un cancer de l'ovaire. Oui. Ça, il faut les demander à l'interrogatoire. Oui, professeur, vous voulez intervenir, je vous vois. Oui, voilà, j'aimerais juste rebondir sur le traitement de la ménopause. Vous savez, on ne peut pas être binaire, on ne peut pas dire oui, blanc ou noir. Voilà, blanc ou noir. Moi, je pense qu'il faut quand même être, on est quand même sur un plateau télé, il faut être très attentif à ce que nous disons. Donc, moi, je dirais qu'il y a des femmes qui sont à risque. C'est-à-dire que finalement, le choix de prendre un traitement, ce n'est pas une initiative de la femme toute seule. Donc, c'est-à-dire que quand une femme désire prendre un traitement hormonal, il faut qu'elle aille voir un médecin. Et le gynéco, il est là, il l'interroge. Et maintenant, si elle est à risque de cancer de l'ovaire, de cancer de sein, de cancer n'importe quel. C'est clair que non. Mais pour dire que le THM donne le cancer, du tout, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je dirais qu'aussi le cancer, c'est un risque hypothétique. Mais par contre, la carence hormonale, elle peut tuer la femme de complications cardiovasculaires. Et souvent, on a tendance à l'oublier. La femme, elle vit tellement mal sa ménopause, parce que finalement, les femmes qui consultent pour un désir de traitement de la ménopause, c'est parce qu'elles vivent mal. Elles ont un inconfort de vie, elles ont des troubles de l'humeur, c'est des femmes qui dorment mal, donc ça retentit sur leur vie affective, sur leur vie sociale, en plus des pathologies qu'elles peuvent endurer, l'ostéoporose, des maladies cardiovasculaires. Alors, à choisir entre la panoplie de ce qu'elle endure et le risque hypothétique de cancer, mais je crois que le choix est vite fait. Voilà. Et puis, c'est une maladie multifactorielle. Absolument. Il n'y a pas un seul facteur. Donc, on prend par exemple l'obésité est un facteur connu et reconnu des cancers, de tous les cancers. Mais est-ce qu'on décourage les femmes à devenir obèses? Du tout. Est-ce qu'on leur conseille la sédentarité? Donc, arrêtons de diaboliser les traitements médicamenteux. Il y a le mode de vie qu'il faut aussi revoir. La malbouffe, il faut la revoir, la sédentarité, l'obésité. Oui. Ça, c'est les facteurs de cancer. Oui. Voilà. Et il faut justement revoir tout cela, n'est-ce pas? Prendre et faire des check-up annuels, je pense que... Un bilan annuel est logique. Un bilan annuel pour toute la santé générale est important et on ne le fait pas automatiquement, je pense, oui. C'est ça, je suis pour. Et puis aussi, la meilleure façon de... aussi, on le dit à chaque émission aussi, l'importance du médecin de famille. On le répète à chaque fois et je le répète à chaque fois. Mais malheureusement, on a perdu aussi cette tradition, mais le médecin de famille pourrait aussi contribuer énormément à améliorer la santé de tout le monde, de la femme, de l'enfant, de toute la famille, donc toute la société. Absolument, de la société. Alors, une fois que le diagnostic est posé, voilà, professeur, quelles sont les approches thérapeutiques actuelles pour le cancer des ovaires? Alors, donc, il est très difficile dans un stade débutant, d'être formel sur le diagnostic. Donc, nous, on va s'outiller d'échographie, d'IRM pour dire qu'on est à 90% dans une situation de cancer. Mais on n'a jamais la certitude. Donc, nous, on va opérer la patiente. Alors maintenant, on est confronté à deux situations. S'il s'agit d'une femme jeune, on avait dit au début de l'émission, l'ovaire, c'est la femme. Oui. Donc, on n'a pas le droit d'aller enlever cet ovaire sans qu'on ait la preuve histologique. On reviendra aussi sur le Donc, ce qui fait que ça sera la chirurgie.
La chirurgie qui obéit à des règles bien strictes qu'il faut impérativement respecter. On ne peut pas ouvrir un ventre et faire ce qu'on veut. Ça, c'est important. Et donc, souvent, quand c'est une femme âgée, le problème ne se pose pas, on peut enlever l'ovaire en emportant la tumeur. Et puis, on va essayer de faire de multiples biopsies, on va prendre s'il y a du liquide dans le ventre, on va prélever ce liquide, on va l'analyser. S'il n'y a pas de liquide dans le ventre, nous, on va faire un petit lavage au sérum. Oui. Et donc, on va aspirer ce liquide pour l'analyser, pour voir est-ce qu'on est en situation. Parce que parfois, la patiente, elle peut être en maladie, en carcinose en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de la capsule, c'est-à-dire que la maladie s'est étendue dans la cavité. À ce moment, c'est cette cytologie qui va nous orienter et qui va nous dicter la thérapeutique suivante, c'est-à-dire après cette chirurgie. D'accord. Donc la chirurgie est systématiquement le premier traitement dans les stades précoces. Maintenant, quand on est au stade avancé, c'est-à-dire on est au stade de carcinose, là, comme la maladie, elle s'est répandue spontanément dans la cavité abdominale, à ce moment-là, le radiologue nous fait des biopsies qu'on adresse en anatomopathologie, on nous répond, on connaît la nature de la tumeur. À ce moment-là, on l'adresse en oncologie pour qu'elle bénéficie d'une chimiothérapie d'abord, et puis on va la revoir pour une chirurgie dans un second. Et justement, comment que ça se passe à ce moment-là? Alors, on a dit tout à l'heure que voilà, le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui évolue d'une façon silencieuse. Et souvent, le diagnostic se fait à un stade vraiment tardif. La femme, elle vient à un stade avancé, un stade 3 ou 4, avec une ascite, une carcinose péritonéale. Et à ce moment-là, la prise en charge, on sait très bien qu'elle est médico-chirurgicale. Le traitement, les deux aspects sont très importants. Ils sont aussi complémentaires. La chirurgie pour le cancer de l'ovaire, elle doit être impérativement une chirurgie complète, donc une chirurgie sans résidu tumoral. Et aussi, on a le traitement médical. Le traitement médical, c'est une chimiothérapie standard, très ancienne, qu'on utilise depuis longtemps. Et c'est une chimiothérapie donc, qui attaque les cellules cancéreuses et aussi d'autres cellules de l'organisme. Mais aujourd'hui, la prise en charge, elle va plus loin. Donc, il y a des thérapies innovantes, etc. Mais concernant la prise en charge de cancer de l'ovaire à un stade avancé, donc on a dit tout à l'heure que la décision doit se faire en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et si la chirurgie d'emblée, une chirurgie première n'est pas faisable, on doit adresser la malade en oncologie médicale pour un traitement par chimiothérapie néoadjuvante, dont le but est de réduire cette masse tumorale pour pouvoir l'opérer après, faire une chirurgie propre, une chirurgie complète. Et puis, il y a un traitement de maintenance toujours en oncologie médicale. On doit compléter le traitement après, bien sûr, la chirurgie. Très bien. Et l'imagerie est importante aussi pour le suivi et pour justement le suivi du cancer ou pour aussi l'efficacité du traitement. Alors oui, donc on fait des fois des imageries avant et s'il y a des indications à faire des chimiothérapies néoadjuvantes, c'est-à-dire avant tout traitement pour voir si ça marche, comment cette chimiothérapie répond, notamment pour tout ce qui est carcinose péritonéale. Des fois, nous obtenons vraiment une réponse thérapeutique totale. On en a vu. Et puis, dès le moment où si la patiente survit, il y aura des contrôles réguliers qui devront se faire, comme pour tout cancer, pour essayer de voir s'il n'y a pas de récidive, que ça soit local ou à distance. Très bien. Et le rythme est déterminé en réunion de concertation pluridisciplinaire et par les oncologues et les gynécologues. Très bien. On a parlé de la jeune patiente. Tout à l'heure, vous vouliez parler de la jeune patiente. Et justement, pour les patientes jeunes, l'impact du traitement sur la fertilité est une préoccupation majeure. Alors, est-il possible d'envisager une grossesse après un traitement pour le cancer des ovaires, docteur Nepali? Oui, effectivement, oui, bien sûr. Donc c'est alors dans les tumeurs déjà, donc dans les tumeurs frontières, donc ce qu'on appelle les tumeurs frontières ou les tumeurs borderline, oui, donc ça, on peut le faire. Et par contre, dans le cancer, donc on le fait uniquement dans les stades précoces, les stades 1A. Voilà.
Donc, sinon, les autres stades 1B, 1C, donc c'est complètement contre-indiqué. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais bien sûr, juste professeur. rajouter concernant le cancer de la femme jeune, parce que souvent, on en reçoit énormément de patientes de 17 ans, de 14 ans, de 19 ans. On en a dans notre série de prise en charge. Pour le cancer de l'ovaire, on peut l'avoir à 17 ans? Absolument, c'est ce qu'on appelle les tumeurs germinales. C'est les tumeurs spécifiques des jeunes filles. Et donc, l'avantage de ces tumeurs, elles répondent très très bien à la chimiothérapie. Donc, elles peuvent guérir totalement. Et totalement, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons un appel à ceux qui nous écoutent qu'une tumeur chez une jeune fille, il ne faut pas se précipiter à aller l'opérer. D'ailleurs, normalement, un ovaire doit, enfin comme tous les cancers, doivent être discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et souvent, on a tendance à aller faire un traitement radical parce qu'on trouve une tumeur, on enlève l'ovaire. Et parfois, c'est une tumeur frontière parce que dans le cancer, nous avons la tumeur bénigne, le cancer, il y a au milieu. C'est ce qu'on appelle les frontières. C'est-à-dire que c'est des tumeurs qui pourraient évoluer vers un cancer, ou peut-être pas, jamais. Et donc, cette catégorie de tumeurs survient chez les femmes jeunes. Et donc, on peut être, dans notre traitement chirurgical, on peut être conservateur. Au lieu d'enlever l'ovaire, on va enlever juste le kyste. On va enlever juste le kyste parce que, en plus, c'est des tumeurs qui ont tendance à récidiver. Et donc, après, quand il y a récidive, c'est clair qu'on doit enlever l'ovaire. Mais dans un premier temps, il faut être conservateur le maximum possible et donner la chance à ces femmes de pouvoir faire leur projet parental. Ça, c'est important. Et malheureusement, dans la vraie vie, on a tendance à faire des ovariectomies et on se retrouve avec des femmes de 20 ans, de 30 ans à qui on a enlevé les 2 ovaires. Et c'est dommage. C'est dommage. Là aussi, il y a un petit rôle de l'imagerie quand on analyse l'ovaire, c'est-à-dire qu'on doit dire est-ce qu'en fait cette tumeur, elle a pris totalement l'ovaire et qu'il ne reste plus rien, et est-ce qu'il y a toujours une petite cape d'ovaire qui reste, est-ce qu'il y a beaucoup de follicules, est-ce que et qu'on peut préserver cette précision-là devrait être faite par beaucoup de par le gynécologue, quand des moments où on arrive à voir c'est-à-dire est-ce qu'il y a un reste de parenchyme qu'on peut conserver ou pas? L'ovaire, il a quand même cette particularité. C'est un organe un peu particulier. C'est un organe, il est extraordinaire. Quand bien même on peut avoir une tumeur de 10 cm. De 10 cm, on a l'impression que le parenchyme est complètement laminé. On peut enlever tout juste le kyste. Et puis, le tissu qui reste, il a quand même cette faculté de se reconstruire. C'est extraordinaire, mais c'est-à-dire que souvent, on a tendance à l'enlever parce qu'il est nécrosé, il est ceci. Non, pas du tout. Il faut toujours, quand il s'agit d'une femme jeune, être conservateur. Maintenant, après, on peut toujours réintervenir. Par contre, si on est radical dès le premier geste, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas traiter tous les cancers de l'ovaire de la même façon. Voilà. Et justement, quelles sont les avancées récentes en matière de thérapie ciblée, d'immunothérapie, et comment change-t-elle le paysage du traitement? Alors, ces dernières années, on a eu une avancée thérapeutique qui est les inhibiteurs de PARP. C'est une thérapie ciblée qu'on utilise dans le cancer de l'ovaire, mais à condition qu'il y ait une mutation génétique. On doit chercher au sein de la tumeur, c'est une mutation du gène BRCA1 ou bien un déficit de recombinaison homologue. On doit le chercher. Si on a cette mutation, on peut utiliser cette thérapie ciblée après la chirurgie, bien sûr en traitement d'entretien pendant 2 ans ou pendant 3 ans, seul ou en association avec d'autres traitements.
Concernant l'immunothérapie, il faut savoir, c'est une arme thérapeutique qui a prouvé son efficacité dans d'autres pathologies comme le cancer du poumon, mélanome, cancer colorectal. Les résultats dans le cancer de l'ovaire sont modestes et il y a d'autres études qui sont en cours d'évaluation. Très bien. En matière justement d'imagerie, Dr Roukaour, on sent les innovations technologiques comme l'IRM de diffusion, l'intelligence artificielle qui améliore la détection des cancers de l'ovaire. Oui. Alors pour l'intelligence artificielle, pour l'instant, non, pas pour l'ovaire. D'accord. Pour d'autres organes, mais par contre, parce que c'est quelque chose et on le voit, c'est aisément. Hein. C'est pas un organe qui peut cacher des choses. Enfin, ça existe, mais c'est hyper rare. Mais ce qu'il y a comme avancée, c'est pas tout à fait récent, mais justement, c'est que maintenant, grâce à certaines études, c'est devenu codifié. Le compte rendu est très codifié pour pouvoir poser tel ou tel diagnostic et dire à quel stade on est. Et justement, pour ce faire, il y a l'imagerie anatomique, il y a des séquences qu'on appelle anatomiques qui vont donner la taille, la position, les composants, et puis on ira analyser les composants tumoraux à l'intérieur avec des séquences qu'on appelle de diffusion. On va dire est-ce que c'est très cellulaire, pas assez, plus suspect ou pas. Et après on aura cette perfusion-là qui va nous donner des courbes, c'est-à-dire comment est vascularisée cette tumeur, et à partir de là, maintenant c'est assez on va dire précis. Et on pourra dire si c'est plutôt des végétations en courbe de type 1 et c'est plutôt bénin. En 2, ça va être borderline, ou tumeur frontière. Et si on est à 3, c'est pas bon. Donc c'est là notre rôle. D'accord. Grâce à cette image. Très bien. Alors, docteur Nobali, quel est le pourcentage de récidive du cancer de l'ovaire? Alors, donc, le risque de récidive, il est important, oui. Donc, surtout dans les stades 2 et les stades 3 et 4. Oui. Mais par contre, dans les stades précoces, donc, le pronostic déjà, il est donc de 80% de survie donc, pendant les 5 ans. Mais il y a toujours un risque de récidive. Il y a toujours le risque de récidive, il est... quel que soit, il y a un risque de récidive, même pour les stades précoces. Donc, voilà. Donc, il y a un élément de surveillance actuellement qui est utilisé, donc, le score Kilim. Donc, il a été discuté donc, pendant notre congrès donc, à la Société algérienne des cancers gynécologiques qui associe beaucoup de paramètres, essentiellement le CA125. Oui. Donc, donc, le CA125, donc, c'est un élément de surveillance. Même s'il n'est pas vraiment... Oui, mais après la chirurgie, après le traitement, oui. Donc, c'est important. Donc, c'est un élément de surveillance. Et puis, bien sûr, donc, il ne faut pas perdre ces patientes, donc il faut pas les perdre de vue, donc il faut toujours un contrôle, donc chaque 3 mois, donc la première année, les 2 premières années, puis par la suite, donc chaque 6 mois, donc la 3e année, et puis par la suite, une fois donc on dépasse les 5 ans, on peut suivre les patientes chaque année. D'accord. Donc, je voudrais rebondir sur le CA125 pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est que quand il est négatif, on ne le demande pas dans la surveillance thérapeutique, oui. pour la surveillance de la patiente, parce que ça ne sert à rien. Par contre, il a son utilité quand il est positif à l'examen premier. S'il est positif, donc une fois que la malade est opérée et guérie, il se négative. Après, si il se repositive une seconde fois pendant son suivi, c'est un signe d'alerte pour dire qu'on est en situation de récidive. Voilà. Et à ce moment-là, quelle est la marche à suivre? Imagerie. On va reprendre. Oui. Alors, y a-t-il justement maintenant des recommandations générales? On arrive à la fin de l'émission. Y a-t-il des recommandations générales, pour toutes les femmes afin de maintenir une bonne santé ovarienne et réduire le risque global justement du cancer de l'ovaire? On commence par vous, professeur. Oui.
Moi, j'insisterai sur le fait qu'une femme, c'est pas parce qu'elle a fini sa maternité, qu'elle n'a plus de règles, qu'elle doit plus voir un gynéco. Il faut impérativement qu'elle aille voir un gynéco une fois par an. Examen clinique plus échographie. Et le deuxième appel, c'est que le gynéco qui fait de l'échographie, il faudrait qu'il s'applique pour une meilleure caractérisation de ce qu'il va trouver à l'échographie. C'est ça qui pourrait sauver la patiente ou la rassurer dans le cas où c'est banal ou c'est bénin. D'accord, très bien. Merci, professeur. Docteur Lawachra. Alors, ce que je peux dire, c'est que tout symptôme persistant chez une femme, elle doit consulter. Oui. Toute gêne abdominale, surtout un symptôme qui persiste dans le temps, il faut parler à votre médecin, parlez-en à votre médecin. Et si on pose le diagnostic d'un cancer de l'ovaire, c'est pas la fin. Donc, on a des nouvelles thérapeutiques, on a des chirurgiens compétents, on a toujours des nouvelles armes thérapeutiques qui sont en voie d'évaluation. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut consulter. Très bien. Merci, docteur Lawachra. Docteur Nebali. Alors, moi, je vais dire que c'est que le cancer de l'ovaire, donc même dans les pays les plus développés, donc il est diagnostiqué au stade 4, au stade 3, donc c'est pas uniquement chez nous. Pas qu'en Algérie. Voilà. Oui. Donc il faut que les patientes, comme elle a dit professeur Madassi, donc il faut qu'elles consultent. Il faut faire un examen, c'est-à-dire consulter chez le gynéco et chaque fois que l'occasion se présente, il faut aller chercher voir les ovaires pour faire le diagnostic au stade précoce. Merci, voilà. Docteur Okaour. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut que les patientes passent par les médecins, fassent des étapes, qu'elles aillent consulter, parce qu'il se trouve que des fois, on les reçoit directement. Et ça, c'est pas bon, parce que nous, que ce soit pour une échographie ou pour une IRM, être orienté par le médecin traitant, par le gynécologue, nous permet déjà de savoir où chercher et comment raisonner devant une lésion, parce que c'est pas une image, un diagnostic, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons tout un raisonnement derrière et ce qu'on doit chercher et comment on doit faire les choses doivent être donc orientés par des médecins. Donc ça devrait se passer comme ça. Donc la patiente doit d'abord se diriger vers son médecin traitant qui doit l'orienter pour l'imagerie. Quand c'est nécessaire. Nous avons une lourde responsabilité. Et bien sûr, une bonne hygiène de vie aussi. Ah oui, mais ça c'est clair. Faire de l'exercice, pas trop manger de sucre. Oui, le sucre, oui. Pas trop de sucre, justement avoir un bon poids, de l'activité physique, éviter la sédentarité. Voilà. Et voilà. Exactement. Merci à vous. Je rappelle alors, professeur Madassi Fadila, vous êtes chef de service gynécologie obstétrique au CHU de Bab-el-Oued. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Alors, ça a été un plaisir et un honneur aussi de parler des cancers de l'ovaire, parce que franchement, il faut faire quelque chose pour que ça devienne quelque chose d'exceptionnel aussi. Oui. Docteur Lawachra Ouidet, vous êtes oncologue au CHU de Mimsous. Merci aussi à vous pour votre participation. Docteur Nebali Samia, vous êtes gynécologue au CHU de Bab-el-Oued. Merci aussi pour votre participation. Merci. Et docteur Okaour Lilia, vous êtes maître assistante en radiologie au CHU de Bab-el-Oued. Merci aussi à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.